Ils n'ont pas seulement amené une autre femme dans la maison. Ils ont organisé une fête pour ça. Dans la même cour où Bolaji avait cuisiné les repas de son mari pendant 6 ans, lavé ses chemises blanches jusqu'à ce que ses jointures saignent, et prié chaque soir pour que leur mariage tienne. Ce jour-là, son mari, Femi, debout dans un agbada emprunté, a passé une bague au doigt d'une autre femme, sous les applaudissements de sa mère, comme si elle venait enfin de remporter une guerre. Bolan n'a même pas eu droit à une chaise. Elle est restée debout près de la porte de la cuisine, son bébé serré contre sa poitrine, à regarder l'homme qu'elle aimait épouser une autre. Parce que son ventre avait refusé de lui donner un fils. La nouvelle épouse est passée devant elle en dansant et lui a chuchoté « Bouge, tu bloques la lumière ». Ce jour-là, Bolan l'a appris que l'humiliation pouvait porter un ASOEB et sourire pour les photos. Si vous êtes nouveau ici, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et regardez jusqu'à la fin. Parce que cette histoire va vous briser, et vous guérir. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez, pour que je puisse voir ma famille à travers le monde. Et dites-moi, que feriez-vous, à la place de Bolan, ce jour-là? Mais ce n'est pas là que tout a commencé. 3 ans avant cette fête, Bolan avait rencontré Femi dans un magasin de tissus à Yaba, à Lagos. Elle avait 24 ans, styliste de talent capable de transformer 3 mètres d'Ankara en une robe qui faisait tourner les têtes. Elle partageait un studio et cousait tard sous une ampoule jaune. Femi, lui, avait 30 ans. Employé de banque à Ikeja, il portait des chaussures impeccables et avait un rire doux qui donnait l'impression qu'on pouvait lui faire confiance. Il était venu faire coudre une neti pour l'anniversaire de sa mère, et était resté pour lui laver les mains. « Je n'ai jamais vu une femme aussi concentrée », avait-il dit. Ils s'étaient fréquentés comme de vrais Legos, il lui offrait des small shops, elle lui cousait des cafetans. Il avait rencontré sa mère à Ibadan et s'était agenouillé. Elle avait rencontré la sienne, Mama Femi, à Surulere. La femme avait regardé ses hanches et déclaré « Celle-ci nous donnera des fils robustes ». Bolan l'avait ri. Ce n'était pas une blague. Ils s'étaient mariés dans l'année. Le mariage avait été modeste, mais joyeux. Bolan l'avait emménagé dans le Boys Quarter derrière la maison familiale, car Femi avait promis qu'il déménagerait bientôt dans un appartement à Lekki. Elle en avait fait un foyer, des rideaux aux fenêtres, des feuilles de senlif à l'entrée, et des réveils à 4 heures du matin pour coudre avant de partir à Yaba. Femi était fière. Ses amis l'appelaient « ma femme intelligente ». Mama Femi l'appelait « ma fille », en public, et corrigeait sa cuisine en privé. La pression a commencé dès le premier mois. « Quand est-ce que tu nous donnes de bonnes nouvelles ?» demandait Mama Femi chaque dimanche. Bolan le souriait, « à l'heure de Dieu, ma. » La nuit, Femi lui serrait la main et chuchotait, « profitons d'abord de nous, ma Lego. » Les Legos, ça construit, et ça détruit. Femi a été promue. Avec l'argent sont venues de nouvelles amitiés. Mama Femi a invité des pasteurs pour prier pour un fils. Elle a acheté à Bolan des herbes amères à Oshodi. Arrête de porter des pantalons, avait-elle ordonné. Les pantalons bloquent le ventre. Bolan l'a enduré. Parce qu'elle aimait son mari. Parce que les femmes de sa famille enduraient. Quand elle est enfin tombée enceinte, la maison a célébré comme si Femi venait d'être nommé directeur. Mama Femi a cuisiné du riz jollof pour les voisins. Femi a acheté une petite voiture, pour le bébé. Bolan l'a pleuré et cousu de minuscules vêtements bleus. Tout le monde dit que les premiers fils apportent l'honneur, avait-elle pensé. Elle ne savait pas qu'elle cousait pour une guerre. La grossesse a été difficile. Elle vomissait jusqu'à en avoir mal aux côtes. Pourtant, elle continuait à coudre, car ils avaient besoin d'argent. Femi rentrait de plus en plus tard. Le travail est lourd, disait-il. Mama Femi ajoutait, une femme enceinte ne doit pas stresser un homme. Bolan se taisait et se frottait le ventre avec du beurre de karité, murmurant, viens, s'il te plaît, et laissons-nous en paix. Toniola est née un mardi d'octobre à la maternité d'Islande. Elle est sortie en hurlant, avec une chevelure épaisse et des yeux trop savants. L'infirmière l'a posée sur la poitrine de Bolan et a dit « Félicitations, maman. Vous avez une belle fille. » Bolan l'a pleuré et remercié Dieu. Femi est arrivé 3 heures plus tard, des fleurs fanées à la main. Il a regardé le bébé,
puis Bolanle, et n'a rien dit. Mama Femi n'est pas venue. Elle a envoyé un message, dites-lui que nous attendions de bonnes nouvelles. Ce fut la première fissure. À la cérémonie de nomination, ils l'ont appelé Teniola, suit la richesse, parce que la mère de Bolanle avait insisté, un enfant, c'est une richesse. Mama Femi a sifflé, Teniola ou pas, nous avons toujours besoin d'un garçon dans cette maison. Les gens ont ri, gênés. Bolanle a serré sa fille plus fort. L'enfer est arrivé comme un poison lent. Femi a cessé de toucher Bolanle. Il a cessé de lui donner l'argent du ménage en entier. L'économie va mal, disait-il. Mama Femi appelait Teniola, cette fille pleure trop, comme sa mère. Emmène cette fille de mon salon, elle porte malheur. Quand Bolanle défendait sa fille, Mama Femi rétorquait, j'ai élevé 4 fils. Ne m'apprends pas comment faire. Bolanle a lutté en travaillant encore plus. Elle a pris plus de commandes, finissait les robes à minuit, allaitait Teniola et se levait à 5 heures pour préparer le petit déjeuner. Si je prouve ma valeur, peut-être qu'ils adouciront, pensait-elle. Ils ne l'ont pas fait. 1 an après le premier anniversaire de Teniola, Femi a changé. Il a suivi un prophète qui lui avait dit que son destin avait besoin d'un héritier mâle. Un soir, il a annoncé à Bolanle, aussi simplement qu'une information de bureau, j'ai besoin d'un fils. Mon nom ne peut pas mourir ici. Alors essayons encore, a répondu Bolanle. Dieu donne les enfants. Femi a secoué la tête, je ne peux pas attendre que Dieu joue avec mon avenir. Je vais épouser une 2e femme. Elle a cru à une blague, jusqu'à ce que Mama Femi vide la 2e chambre. Jusqu'à ce que Femi ramène Ronk, une vendeuse de crème d'Egbeda, qui appelait Mama Femi, maman, et regardait Bolanle comme une servante. Le jour où il le lui a officiellement annoncé, elle repassait ses chemises. Il s'est assis sur leur lit et a dit ça comme une nouvelle de bureau, j'ai trouvé quelqu'un. Elle comprend ce qui est en jeu. Tu resteras mon épouse. Elle nous donnera le fils. Les mains de Bolanle ont tremblé, brûlant un trou dans le col. Elle n'a pas crié. Elle a seulement demandé, qu'ai-je fait de mal en te donnant une fille? Il n'a pas répondu. Le mariage a eu lieu dans la cour, un samedi, avec des tantes et un digi. Mama Femi dansait dans sa dentelle dorée. Ronk portait du blanc et du rouge. Femi avait enfilé l'agbada que Bolanle lui avait cousu. On a dit à Bolanle d'aider en cuisine. Elle est restée debout dans un vieux ankara, Teniola attachée dans son dos, à regarder sa vie se terminer sous les applaudissements. Auntie Carole, la voisine qui vendait des boissons à l'entrée, a vu ses larmes. Elle lui a serré l'épaule et chuchoté, « Endure, ma fille. Dieu voit tout. » Bolanle a hoché la tête. Elle n'avait plus la force de parler. Mais dans sa poitrine, quelque chose de dur a commencé à se former. Pas encore de la colère. Juste la décision silencieuse qu'elle ne mourrait pas dans cette maison. La vie avec 2 femmes est un enfer spécial. Ronk ne cuisinait pas, ne nettoyait pas. Elle donnait des ordres à Bolanle. Mama Femi la soutenait. Si Bolanle se plaignait, Femi disait, tu es l'épouse aînée. Comporte-toi comme telle. Si elle se taisait, on l'accusait d'être fière. Chaque matin, Bolanle balayait la cour pendant que Ronk dormait. Chaque soir, elle lavait la vaisselle pendant que Ronk se vernissait les ongles et riait au téléphone. Le mépris était quotidien, délibéré, conçu pour briser son esprit. Teniola, elle, comprenait trop. Elle se cachait derrière la machine à coudre quand Ronk se moquait d'elle. Un soir, Ronk a déclaré devant des invités, « Cet enfant est trop noir. Elle ne peut pas représenter cette famille sur les photos. » Bolanle a emporté Teniola à l'intérieur et a pleuré dans ses cheveux. Cette nuit-là, Teniola a essuyé les larmes de sa mère avec sa petite paume et a dit, « Maman, ne pleure pas. Moi, je vais bien. » Bolanle a craqué. Son frère, Délai, est venu d'Ibadan et a dit à Femi, « Tu es en train de tuer ma sœur. » Femi a répondu, « Je construis ma famille. » Délai a supplié Bolanle de partir. « Où irai-je avec un enfant et sans argent ?» a-t-elle répondu. Il lui a laissé 5000 naira et est reparti en promettant de revenir. L'entreprise de Bolanle a coulé. Elle n'avait plus la paix. Les clientes se plaignaient.
Femi a refusé de payer les frais de scolarité de Teniola à 3 ans. Ronk est enceinte, a-t-il dit. Nous devons nous concentrer. Ronk est tombée enceinte en 4 mois, et la maison a célébré à nouveau. Mama Femi a acheté une chèvre. Femi a loué une salle pour la révélation du sexe. C'était un garçon. Cette nuit-là, Bolan l'a préparé un petit sac. Elle n'est pas partie. Teniola avait de la fièvre et appelait « Papa » dans son sommeil. Ronk a accouché d'un garçon. Ils l'ont appelé King David. La maison a changé. Femi a acheté une nouvelle voiture. Mama Femi dormait dans la chambre de Ronk pour aider avec le bébé. Bolan et Teniola ont été déplacés des Carter vers le magasin près du générateur, parce qu'il fallait le rénover pour une nounou. Le magasin n'avait pas de fenêtre. Il sentait le puits. Teniola a développé une toux. Pourtant, Bolan l'a enduré. Ma fille a besoin d'un père, même d'un père stupide, se disait-elle. Elle racontait des histoires à Teniola pour couvrir le bruit du générateur. Elle lui a appris à lire avec de vieux journaux. À 4 ans, Teniola savait épeler son nom et compter jusqu'à 100. À 4 ans et demi, elle a demandé « Maman, pourquoi grand-mère me déteste ?» Bolan l'a répondu « Parce que certaines personnes ne savent pas aimer ce qu'elles n'ont pas attendu. » Teniola a hoché la tête comme si elle comprenait. Et à partir de ce jour, elle a cessé de courir vers sa grand-mère pour quoi que ce soit. Elle ne courait que vers les livres, dans ce magasin, sous le bourdonnement du générateur. Bolan lisait les proverbes à haute voix, et Teniola répétait chaque verset, sa voix ferme. Ces nuits-là ont construit quelque chose en elle qu'aucune insulte ne pourrait toucher, un feu qui deviendrait sa force. La trahison finale est venue de l'avidité de Femi. Il avait contracté des prêts à la banque avec de faux documents. Il avait utilisé le nom de Bolan et celui de Vivian pour ouvrir un compte, parce que son dossier était propre. Il lui avait dit que c'était pour une coopérative. Elle avait signé, parce qu'elle lui faisait confiance. Il a détourné 3 millions de naira. Quand le prêt est devenu irrecevable et que la banque a enquêté, Femi a paniqué. Mama Femi lui a dit de nettoyer son nom. Ronk a accusé Bolan d'avoir volé son or et d'avoir tenté de nuire à Baby David avec de la sorcellerie. Mama Femi a juré avoir vu Bolan saupoudrer de la poudre près de la cour. Ronk a pleuré pour une boucle d'oreille disparue. Femi n'a posé aucune question. Il s'est tenu debout dans le salon et a déclaré « Je t'ai toléré assez longtemps. Toi et ta fille apportez la malédiction dans ma maison. » Bolan s'est agenouillé sur les carrelages froids. « Femi, tu me connais. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais souhaité du mal à un enfant. Regarde Teniola, elle est de ton sang. » Femi a détourné les yeux. Mama Femi a pointé Teniola du doigt et prononcé les mots qui ont brisé Bolan pour toujours. « Emmène cette fille sans valeur et quitte la maison de mon fils, avant qu'elle n'infecte mon petit-fils avec son échec. » Ronk a giflé. Les voisins se sont rassemblés. Auntie Carole a tenté d'intervenir. Femi l'a écarté. Il a ordonné à Bolan de partir avant le coucher du soleil. Bolan est parti en 20 minutes. Un sac Ghana Must Go, sa machine à coudre, l'acte de naissance de Teniola et une petite Bible. Teniola serrait sa poupée en chiffon et regardait son père sortir leur matelas, comme des ordures. Il pleuvait ce jour-là. Cette bruine de Lagos qui rend tout triste. Teniola portait un imperméable jaune trop grand. Bolan portait le sac sur sa tête et tenait la main de sa fille. À la porte, Teniola s'est arrêtée et s'est retournée. Elle a regardé son père sous le haut-vent, à côté de sa mère, de sa nouvelle femme et de son fils. Elle a dit, d'une voix claire, « Papa, je reviendrai. » Femi a ri, un rire court et cruel. « Revenir ? Et faire quoi ? Pars avec ta mère. » Bolan n'a pas regardé en arrière. Si elle l'avait fait, elle serait devenue une statue de sel. Elle est sortie dans la rue avec son enfant, sans maison, sans mari, sans argent, et une dette à son nom, dont elle ignorait encore l'existence. Derrière elle, le portail s'est refermé avec un clang qui sonnait comme une sentence définitive. Auntie Carole a couru après elle avec un parapluie et 2 naira. Elle a glissé l'argent dans la main de Bolan et a dit « Va chez ma sœur à Muchin. Elle a une chambre. » Elles ont pris un danfo au carrefour.
Teniola a collé son visage à la vitre, regardant la maison disparaître. Elle n'a pas pleuré. Elle a serré la main de sa mère plus fort et a chuchoté « Maman, je reviendrai ». Boland l'a serré contre elle, a embrassé son front et a fait une promesse au Dieu qui voit tout « Nous survivrons. Nous nous relèverons. Et le jour où nous reviendrons, ce ne sera pas pour mendier ». La bosse est entrée dans le trafic de Lagos, dans l'inconnu, au début d'une vie différente. À l'arrière, une fillette de 4 ans, qu'on avait traitée de « sans valeur », fixait la ville et mémorisait chaque douleur, chaque visage, chaque mot, comme des preuves pour un futur procès. Elle ne comprenait pas encore que, 15 ans plus tard, ce même portail s'ouvrirait à nouveau pour elle. Mais que l'homme qui l'avait jeté dehors ne rirait plus. Il croyait nous avoir enterrés en nous jetant dehors. Il ne savait pas qu'il nous plantait. Muchin ne les a pas accueillis avec des mains douces. Il les a accueillis avec du bruit, des générateurs qui ne dormaient jamais, une chambre unique qui sentait le kérosène et la sueur des autres. Mama Yabo, la sœur aînée d'Auntie Carole, leur a donné la pièce du fond pour 3000 Naira par mois, avec une seule règle, pas de pleurs après 22 heures, parce que mon mari part travailler tôt. Boland l'a payé le premier mois avec les 2000 Naira d'Auntie Carole et les 1000 derniers qu'elle avait empruntés à une femme à l'arrêt de bus. Cette nuit-là, elle a étendu un râpé par terre, a couché Teniola à côté d'elle et a fixé le plafond où les cafards faisaient la course. Teniola n'a pas protesté. À 4 ans, elle a appris à aller chercher de l'eau au robinet comme un sans en renverser. Elle a appris à saluer chaque aîné avec « Bonjour, bonjour, monsieur ». Elle a appris à rester assise tranquillement pendant que sa mère pédalait sur la vieille tête de machine à coudre, que Boland l'avait équilibrée sur une planche en bois. La machine faisait un bruit de cœur fatigué, mais elle rapportait un peu d'argent. Boland l'a recommencé à zéro. Elle a dit aux femmes du quartier qu'elle savait coudre. Elle a fait des uniformes scolaires pour 50 Naira de bénéfices. Elle a retouché des pantalons. Elle a transformé de la vieille dentelle en blouse d'église. Certaines clientes payaient en retard. D'autres ne payaient pas. Pourtant, elle vendait encore la nuit. Quand Teniola dormait, Boland posait sa main sur sa poitrine et priait la même prière. « Dieu, que ma fille n'hérite pas de ma honte. » La honte les a retrouvés. 6 mois après leur départ de Surulré, une lettre est arrivée d'une banque de microfinance. Elle était adressée à Boland Ladégoc. Vous devez 3,214 millions de Naira. Les intérêts augmentent chaque jour. Des poursuites judiciaires seront engagées sous 14 jours. Les mains de Boland tremblaient si fort qu'elle a déchiré le papier. Elle n'avait jamais emprunté 3 millions de sa vie. Elle se souvenait avoir signé un document que Femi avait rapporté à la maison. C'est pour une coopérative qui t'aidera à acheter une meilleure machine, avait-il dit. Elle avait signé parce qu'elle faisait confiance à son mari. Elle avait signé son propre prison. Elle est allée à la banque de Yaba, Teniola à la main. Le directeur, un homme fatigué avec des lunettes, lui a montré le formulaire. Sa signature était là. Son BVN était là. Sa photo de passeport était là. Madame, c'est de la fraude. Mais sur le papier, c'est vous. Boland l'a supplié. Elle a expliqué. Ramenez votre mari, a dit l'homme. Elle a ri, d'un rire brisé. Je n'ai plus de mari. Cette semaine-là, les huissiers sont venus. Ils n'ont pas pris grand-chose, car il n'y avait pas grand-chose à prendre. Ils ont pris la table en bois. Ils ont pris le petit ventilateur sur pied. Mama Yabo a crié à Boland de partir avant qu'elle n'attire des ennuis chez elle. Auntie Carole est venue, s'est agenouillée et a supplié Mama Yabo, laissez-les rester. Dieu vous rendra. Teniola a tout regardé. Elle a vu sa mère s'agenouiller devant des étrangers. Elle a vu des hommes dresser l'inventaire de leur pauvreté. Elle n'a pas pleuré. Elle a mémorisé le nom de la banque, le visage du directeur, le mot « responsabilité solidaire ». Cette nuit-là, elle a demandé « Maman, pourquoi papa a fait ça ?» Boland n'avait pas de bonne réponse. Alors elle a dit la vérité, parce qu'il est un lâche. Parce qu'il pensait qu'une femme resterait silencieuse. Quelque chose a changé en Teniola cette nuit-là. Elle a cessé d'être simplement une enfant. Elle est devenue un témoin. Et les témoins n'oublient rien. L'école l'a sauvée. À 5 ans,
Mama Yabo l'a aidé à s'inscrire à l'école primaire publique locale, car Boland ne pouvait pas se permettre le privé. La directrice, Madame Bissy, a remarqué la fillette en uniforme délavé qui s'asseyait toujours au premier rang. Teniola savait lire avant que les autres ne sachent épeler. Elle additionnait les nombres plus vite que la maîtresse ne pouvait les écrire. Madame Bissy a convoqué Boland. Cet enfant n'est pas ordinaire. Ne laissez pas la machine l'avaler. Boland l'a travaillé comme une folle pour la garder à l'école. Elle cousait de 4 heures du matin à minuit. Ses yeux sont devenus rouges. Son dos s'est voûté. Elle a refusé de laisser Teniola vendre dans la rue comme les autres enfants. Ton travail, c'est tes livres. Laisse-moi m'occuper de la souffrance. Teniola a tenu sa promesse. Elle a été première de sa classe à 9 ans. Elle a remporté un concours de rédaction locale avec un texte intitulé « Les mains de ma mère ». Elle y avait écrit « Les mains de ma mère sont rugueuses, mais elles ont construit une maison à l'intérieur d'une pièce ». Les juges ont pleuré. Le prix était de 20 000 Naira et un formulaire de bourse pour un meilleur collège secondaire, à Surulere. L'ironie n'a pas échappé à Boland. Surulere, l'endroit d'où on les avait jetés, était l'endroit où sa fille allait revenir pour atterrir. La bourse était partielle. Boland devait encore trouver de l'argent pour les livres, les transports, les frais d'examen. Elle a pris des travaux supplémentaires. Elle vendait des ASOEB pour des mariages bruyants et ne dormait pas pendant 3 jours d'affilée. Une fois, elle s'est évanouie devant la machine. Teniola l'a retrouvée par terre et a hurlé. Une voisine a versé de l'eau sur son visage. Quand Boland a ouvert les yeux, la première chose qu'elle a vue a été le visage terrifié de sa fille. Elle l'a serrée contre elle et a chuchoté « Nous ne mourrons pas ici ». Teniola a commencé à donner des cours particuliers à des enfants plus jeunes après l'école, pour 200 Naira de l'heure. Elle économisait chaque kobo dans une petite boîte. Elle achetait des antidouleurs pour sa mère. Elle s'achetait des manuels d'occasion. Elle a appris tôt que attendre les secours était une perte de temps. Elle a aussi appris à cacher sa douleur derrière des notes parfaites. Les professeurs louaient son intelligence, mais personne ne voyait les nuits où elle restait éveillée, écoutant sa mère tousser à cause des fumées du générateur, se promettant qu'un jour, elle achèterait une maison avec de l'air pur et des murs silencieux. Pendant ce temps, à Surulere, la maison qui les avait jetés se lézardait. L'audit de la banque, qui avait commencé avec un prêt de 3 millions, s'était élargi. Les enquêteurs avaient découvert d'autres comptes falsifiés, d'autres signatures contrefaites, d'autres fonds détournés pour acheter des terrains au nom de Ronk. Femi avait été suspendu discrètement. Il avait dit à sa famille que c'était un congé. Mama Femi l'avait cru. Ronk avait changé après son accouchement. Elle voulait une grande vie. Elle avait ouvert un magasin avec l'argent de Femi et l'avait fermé 6 mois plus tard. Elle avait commencé à voyager à Dubaï pour acheter des cheveux. Elle revenait avec plus de bagages que de profit. Elle se disputait avec Mama Femi pour le contrôle de la cuisine. La maison qui avait autrefois applaudi pour elle était devenue un champ de bataille entre 2 femmes qui voulaient toutes les 2 être reines. King David, leur fils précieux, grandissait en un garçon qui savait qu'il était l'héritier. À 8 ans, il refusait de saluer les aînés. À 10 ans, il s'était fait prendre en train de voler des téléphones à l'école. À 12 ans, il avait été exclu pour avoir battu un professeur. Femi l'a frappé. Ronk l'a défendu. Mama Femi a accusé les esprits malins. Personne n'a accusé la mauvaise éducation. L'argent a commencé à filer entre leurs doigts. Femi a vendu la 2e voiture. Puis il a hypothéqué la maison familiale. Puis la banque a envoyé des lettres avec des tampons rouges. La même banque qui l'avait autrefois félicité. La même institution de microfinance qui avait harcelé Boland l'avait été discrètement rachetée par une plus grande banque, et le dossier à son nom avait été transféré. Teniola ne savait rien de tout cela. Elle était occupée à devenir dangereuse, de la meilleure des façons. Elle a passé le WAEC avec 7A et 2B. Elle a obtenu son admission pour étudier le droit à l'université de Lagos, avec une bourse complète d'une fondation pour les femmes qui avaient lu son essai. Le jour où la lettre d'admission est arrivée, Boland a verrouillé la porte de leur pièce, a serré le papier contre sa poitrine et a pleuré pendant 1 heure entière. Teniola l'a tenu dans ses bras et a dit «
« Maman, tu ne coudras plus jamais pour survivre. Je te le promets. » L'université a été une autre guerre. Toniola n'avait pas d'ordinateur portable. Elle priait ses notes à la main et empruntait des livres à la bibliothèque. En deuxième année, elle a rejoint la clinique juridique d'aide. Là, elle a rencontré Monsieur Akin, un avocat senior dans la soixantaine, qui avait tout vu. Il a remarqué comment elle plaidait, comment elle écoutait, comment elle ne haussait jamais le ton, mais faisait bouger les gens sur leur siège. Il l'a prise sous son aile. « Le droit ne consiste pas à crier », a-t-il dit. « C'est une question de preuve. De patience. Tu as les deux. » En troisième année, la clinique lui a confié le dossier de femmes victimes de harcèlement pour dette. Elle s'est assise en face de marchandes qui avaient signé des papiers qu'elle ne comprenait pas. Elle a vu l'histoire de sa mère dans chaque visage. Un après-midi, un dossier est tombé sur son bureau, venu des archives. C'était un dossier de dette douteuse de 2011. Elle l'a ouvert pour s'entraîner à rédiger une défense. Le nom sur la première page lui a glacé le sang, Bolan Ladégoc. Montant dû, 3,214 millions. Co-signataire, Femi Adégok. Statut, dormant. Transféré. Ses mains sont devenues glacées. Elle a lu chaque page. Elle a vu le lien BVN falsifié. Elle a vu la signature qui correspondait à l'écriture soignée de sa mère, mais datée d'un jour où Bolan était à l'hôpital, en train d'accoucher d'elle. Elle a vu le mémo interne qui disait « Personnel impliqué suspendu en attendant l'enquête ». Le nom du personnel était Femi Adégok. Elle a fermé le dossier et est sortie de la bibliothèque sous la pluie. Elle n'a pas pleuré. Elle est restée debout sous l'eau et a laissé la pluie laver son visage. Pendant 15 ans, elle avait porté le souvenir d'une enfant traitée de « sans valeur ». Maintenant, elle tenait le crime d'un homme entre ses mains. Elle a apporté le dossier à Monsieur Akin. Il l'a lu lentement, a enlevé ses lunettes et a dit « Ce n'est pas seulement un dossier de dette. C'est du vol d'identité, de la contrefaçon et de la fraude bancaire. Si ta mère avait été un homme avec des relations, ça aurait été réglé il y a des années. » Il l'a regardé et a demandé « Que veux-tu faire ?» Toniola a répondu sans cligner des yeux « Je veux innocenter le nom de ma mère. Et je veux que l'homme qui a fait ça réponde de ses actes. » Monsieur Akin a hoché la tête. « Alors tu dois devenir le genre d'avocate qu'ils ne peuvent pas ignorer. Termine tes études. Viens marcher avec moi. Nous construirons le dossier discrètement. » Toniola a obtenu son diplôme en tête de sa promotion. Elle a été admise au barreau du Nigeria à 23 ans. Bolan l'a vendu son propre asoebi pour la cérémonie, une dentelle bleue simple qu'elle avait économisée pendant 3 ans pour s'acheter. Quand Toniola a porté sa perruque et sa robe, et a serré sa mère dans ses bras, les photographes dans la salle ne savaient pas qu'il photographiait une vengeance mûrie depuis 15 ans. Elle a rejoint le cabinet Akin & Co à Victoria Island. En 2 ans, elle a gagné 3 affaires très médiatisées pour des femmes escroquées par des requins de l'usure. Les journaux l'ont surnommée « l'avocate du peuple ». On l'a invitée à la télévision pour parler des abus financiers dans le mariage. Elle n'a jamais mentionné son père. Pas encore. Le soir, elle ouvrait un vieux cahier où elle avait noté chaque insulte de son enfance, chaque nom qu'ils avaient donné à sa mère, chaque date. Elle transformait la douleur en préparation. Elle a étudié le droit foncier, les réglementations bancaires et les statuts sur la contrefaçon jusqu'à pouvoir les réciter comme des psaumes, sachant que le jour viendrait où la mémoire aurait besoin de preuves. Pendant ce temps, le monde de Femi s'effondrait complètement. La banque a finalement engagé des poursuites. La maison de Surulere a été placée sous saisie judiciaire. Ronk est partie avec King David chez sa sœur à Ibadan après une dispute où elle avait accusé Femi d'avoir ruiné sa vie. Mama Femi a fait un AVC léger et ne pouvait plus crier, seulement chuchoter. Femi, maintenant âgé de 52 ans, vendait ses montres pour payer ses avocats. Il a entendu parler d'une jeune avocate qui battait les banques en justice. Il a vu sa photo dans le journal. Il n'a pas reconnu la fille en perruque. La légende disait, Toniola Adégok remporte un jugement historique pour les mères célibataires. Il a lu le nom de famille et a senti un frisson étrange, mais s'est dit, Adégok, c'est un nom courant. Un mardi matin, une lettre a été livrée au cabinet Akin & Compagnie.
C'était un brief de l'Asset Management Corporation of Nigeria, Ancon. Il voulait que le cabinet dirige la récupération et les poursuites dans une affaire de fraude héritée impliquant un ancien employé de banque. Le numéro du dossier correspondait à l'ancienne dette de la microfinance. Le principal accusé était Femi Adegoke. Monsieur Akin a posé le dossier sur le bureau de Teniola. Il n'a rien dit. Il l'a juste regardé. Elle l'a ouvert. Elle a vu la photo de passeport de son père, 15 ans plus tôt, plus jeune, souriant. Elle a vu la signature falsifiée de sa mère. Elle a vu l'adresse de la maison d'où on les avait jetés. Elle a vu le montant, avec les intérêts, maintenant supérieur à 12 millions. Son téléphone a vibré. C'était Boland. Teni, tu rentres dîner? J'ai fait un effort. Teniola a souri et a répondu, oui, maman. J'arrive bientôt. Elle a fermé le dossier, s'est levée, a ajusté sa veste et a regardé la ligne d'horizon de la gosse. La petite fille en imperméable jaune qui avait promis de revenir était maintenant une femme avec la loi dans sa main. Le lendemain matin, elle entrerait au tribunal fédéral de première instance d'Ikoyi et déposerait la première motion. Et pour la première fois depuis ce jour de pluie à la porte de Surulere, Femi Adegoke entendrait le nom de sa fille prononcé dans un endroit où il ne pourrait pas rire et faire comme si de rien n'était. La première fois que Femi Adegoke a revu sa fille, elle portait une robe noire et l'appelait pour le procès. Tribunal fédéral de première instance d'Ikoyi. Salle 4. La climatisation bourdonnait comme une prière fatiguée. Teniola Adegoke se tenait à la table des plaideurs, sa perruque parfaitement mise, sa voix ferme. Si la cour le permet, pour la demanderesse, je me présente avec Maître Akinson. L'affaire est Ancon contre Femi Adegoke et 2 autres. Femi, assis au box des accusés dans un cafetan marron qui pendait sur ses épaules rétrécies, a levé les yeux et a froncé les sourcils. Il avait vu son visage dans le journal, mais il ne l'avait pas associé à l'enfant en imperméable jaune. Il a chuchoté à son avocat, « Qui est-ce » Son avocat a haussé les épaules. Boland n'était pas au tribunal ce matin-là. Teniola lui avait supplié de rester à la maison. « Maman, tu as déjà témoigné avec ta vie. Laisse-moi parler avec le Seigneur aujourd'hui. » Boland était assise dans leur petit appartement à Yaba, son chapelet à la main, écoutant une petite radio. Auntie Carole était à côté d'elle, lui tenant la main. Madame Bissy, maintenant à la retraite, avait appelé pour dire qu'elle regardait le direct sur son téléphone. Monsieur Akin a ouvert avec les faits. Il a exposé le prêt de 2011, 3 millions de naira contractés au nom de Boland Adegoke, un BVN lié sans son consentement, une signature falsifiée, des fonds détournés vers des comptes contrôlés par l'accusé, puis utilisés pour acheter un terrain à Egbeda au nom de sa deuxième femme. Il a présenté les documents un par un. La juge, Justice Okafor, une femme aux yeux perçants, a marqué chaque pièce à conviction. Quand ce fut le tour de Teniola, la salle a retenu son souffle. Elle n'a pas haussé le ton. Elle a guidé la cour à travers les dates. Elle a montré le dossier médical de l'hôpital Island Maternity, daté du 12 octobre 2011, heure de naissance, 2 heures. Elle a montré le formulaire de prêt, daté du 12 octobre 2011, horodaté à 9h30, avec une signature censée être celle d'une femme qui était en salle postnatale, en train de saigner et de tenir un nouveau-né. Elle a montré l'analyse graphologique. Elle a montré le mémo interne de la banque suspendant Femi Adegoke pour irrégularité. L'avocat de Femi s'est levé. « Maître, c'est une récupération civile, pas un procès pour contrefaçon. » Teniola a répondu, « Maître, la fraude invalide tout. On ne peut pas récupérer sur un crime. » La juge a hoché la tête. Puis Teniola a appelé son premier témoin, Boland Adegoke. Les portes se sont ouvertes et Boland est entré. Elle portait un hiro et un bouba bleu marine simple, ses cheveux en chignon bas, sans maquillage. Elle avait l'air petite, mais elle marchait droite. Toute la galerie s'est tue. Femi l'a fixée une seconde, la bouche ouverte. 15 ans avait creusé des rides autour des yeux de Boland, mais sa dignité était intacte. Teniola l'a guidée doucement. « Maman, connaissez-vous l'accusé » Boland l'a regardé Femi pour la première fois depuis 15 ans et a dit « Oui. C'était mon mari. Avez-vous demandé un prêt de 3 millions en 2011 »
Non. Avez-vous signé ce formulaire? Boland l'a regardé le papier. Ça ressemble à mon nom, mais je ne l'ai pas signé. J'étais à l'hôpital, en train d'accoucher de notre fille. J'ai seulement signé ce qu'il m'a dit être pour une coopérative. L'avocat de Fémy a tenté de la déstabiliser. Madame, n'êtes-vous pas amère parce que votre mari a épousé une autre femme? Boland n'a pas scié. J'étais en douleur à ce moment-là. Je ne suis pas amère maintenant. Je suis ici pour dire la vérité, afin que ma fille ne porte pas une dette qui n'est pas la sienne. Elle l'a dit simplement. Et la cour l'a cru. Parce que la vérité n'a pas besoin de parfum. Ensuite, Tegnola a appelé un témoin inattendu, Ronca Degok. Un murmure a parcouru la salle. Ronc est entrée, vêtue d'une robe noire simple, sans bijoux, le visage fatigué. Elle avait quitté Fémy 6 mois plus tôt, quand il n'avait plus pu financer ses voyages. King David était dans une famille d'accueil à Ibadan, déjà en difficulté avec la police pour vol à 17 ans. Ronc avait obtenu l'immunité en échange de son témoignage. Tegnola lui a demandé, « Saviez-vous pour le prêt ?» Ronc a baissé les yeux. « Oui. Fémy m'a dit qu'il avait utilisé le nom de sa première femme parce que son dossier était propre. Il a dit que les femmes ne se défendent pas, la galerie a murmuré. La juge a frappé son marteau une fois. Ronc a continué, il a acheté le terrain à mon nom pour le cacher. Il m'a dit que si quelque chose arrivait, je devais dire que Boland lui avait supplié de l'argent. J'ai menti pendant des années. Je suis fatigué de mentir. Fémy s'est levée et a crié, « Femme ingrate !» L'huissier l'a fait rasseoir. Puis les portes se sont ouvertes à nouveau, et un fauteuil roulant a été poussé, Mama Fémy. Elle était plus mince, sa main gauche froide, sa voix un murmure après l'AVC. Tegnola l'avait citée comme témoin hostile, mais elle n'a pas eu besoin de poser beaucoup de questions. Mama Fémy a regardé Boland, et des larmes ont coulé sur ses joues. D'une voix brisée, elle a dit, « J'ai traité ton enfant de sans valeur. Dieu m'a montré que c'était moi, la sans valeur. Pardonne-moi. » Boland s'est levé et a marché vers elle. Elle s'est agenouillée à côté du fauteuil, a pris la main de la vieille femme et a dit, « Je te pardonne. Le jour où j'ai quitté ta maison, j'ai dû le faire pour que mon cœur ne poisonne pas mon enfant. » Les caméras l'ont capté. Tout le pays a vu une femme qu'ils avaient jetée se lever pour relever celle qu'il avait jetée. Fémy a craqué. Il a mis sa tête dans ses mains et a pleuré. Pas les larmes d'un homme désolé pour son crime, mais celles d'un homme qui comprenait enfin le poids de ce qu'il avait perdu. Tegnola a fait son plaidoyer final. Elle n'a pas insulté son père. Elle a parlé de la loi. Elle a parlé des femmes qui signent des papiers qu'elles ne comprennent pas parce qu'elles font confiance aux hommes avec qui elles partagent leur lit. Elle a parlé des filles qui grandissent en portant des dettes qu'elles n'ont pas contractées. Elle a demandé à la cour 3 choses. Une déclaration que Boland Ladegok était victime de vol d'identité et ne portait aucune responsabilité. Un renvoi pénal pour contrefaçon et fraude contre Fémy Adegok. Une ordonnance de restitution et de vente aux enchères de ses biens pour rembourser la dette. La juge Okafor s'est retirée pendant 30 minutes. À son retour, la cour s'est levée. Elle a parlé clairement. Elle a accordé les 3 demandes. Ce tribunal a vu un schéma d'abus financier masqué par la culture. La loi ne le bénira pas, elle a innocenté Boland en audience publique et ordonné que son dossier de crédit soit corrigé immédiatement. Elle a renvoyé l'affaire de Fémy à l'EFCC pour poursuite. Elle a ordonné que les biens immobiliers achetés avec les fonds détournés soient vendus. La salle a éclaté en murmures étouffés. Pas en acclamations, car ce n'était pas un spectacle. Boland s'est couvert la bouche et a pleuré silencieusement, non de victoire, mais de soulagement. Auntie Carole a crié, « Merci Jésus » depuis le fond et a été doucement fait taire par l'huissier. Tegnola est resté immobile, les mains jointes dans son dos, sentant 15 ans de fardeau se soulever de ses épaules comme un râpé lourd enfin dénoué. Monsieur Hakin a posé une main sur son épaule et a chuchoté, « Tu l'as fait. » Avec dignité. Ça comptait plus que la victoire. Dehors, les journalistes se sont précipités. Fémy se tenait seule près des piliers. Son avocat était déjà au téléphone à la recherche d'un autre client. Il a vu Tegnola ranger ses dossiers et s'est approché d'elle. « Maîtresse,
s'il vous plaît, vous avez gagné. Pouvez-vous m'aider à les supplier? Toniola la regardait de près. Il était plus petit qu'elle ne s'en souvenait. L'homme qui avait ri d'une enfant de 4 ans était maintenant en train de demander pitié à cette même enfant. Monsieur Adégok, vous vous souvenez d'un jour de pluie, il y a 15 ans, à une porte à Surulré? Une petite fille en imperméable jaune a dit, « Papa, je reviendrai. » Et vous avez ri. Les yeux de Fémie se sont écarquillés. Ses lèvres ont tremblé. Toniola. Il a tendu la main. Elle n'a ni reculé ni avancé. Je suis Toniola Adégok, fille de Bolan l'Adégok. Je suis la fille sans valeur que votre mère a nommée. Je ne suis pas revenue pour rire de vous. Je suis revenue pour que les archives montrent la vérité. Il est tombé à genoux, là, sur le sol en marbre. Pardonne-moi. Dis à ta mère de me pardonner. Toniola a répondu, ma mère vous a pardonné il y a longtemps. C'est pour ça qu'elle est libre, et que vous êtes encore en chaîne. Je ne vous représenterai pas. La loi le fera. Si vous dites toute la vérité, peut-être trouverez-vous la paix. 3 mois plus tard, la vente aux enchères a eu lieu. La maison de Surulré, avec sa peinture délavée et ses souvenirs, a été mise en vente. Beaucoup de gens sont venus pour acheter, à cause de l'histoire. Toniola est venue avec un chèque de banque. Elle ne l'a pas acheté par vengeance. Elle l'a acheté parce que sa mère méritait de choisir ce qu'elle voulait faire de l'endroit qu'il avait brisé. Un samedi matin, Bolan s'est tenu devant cette même porte. Cette fois, c'est Auntie Carole qui l'a ouverte pour elle. Madame Bissy était là. Monsieur Akin était là. Délai, son frère, qui était finalement revenu d'Ibadan, lui tenait le coude. Toniola a placé les clés dans la paume de sa mère et a dit, « Maman, cette maison est à toi. Fais-en ce que tu veux. » Bolan est entrée dans la cour lentement. Elle est passée devant la cuisine où elle avait été debout pendant qu'une autre femme épousait son mari. Elle est passée devant le auvent où Fémie avait ri. Elle est entrée dans le salon et s'est assise dans l'ancien fauteuil de Mama Fémie. Elle a regardé autour d'elle et a dit, « Transformons cet endroit en une école pour filles. Que plus jamais une enfant qu'on traite de sans valeur ne croit que c'est vrai. » Elles l'ont appelé le centre Toniola pour les filles. La première classe comptait 23 élèves de Muchin et Surulré. Le jour de l'inauguration, Bolan l'a coupé le ruban avec des ciseaux de couturière. Toniola se tenait à côté d'elle, dans une robe simple, sans perruque, sans robe d'avocate. Les journalistes lui ont demandé ce qu'elle ressentait à gagner. Elle a répondu, « Je n'ai pas gagné contre mon père. J'ai gagné pour ma mère. La loi a fait le reste. » Fémie a été condamnée 6 mois plus tard pour contrefaçon et a obtenu un plaidé coupable qui lui a valu 2 ans de prison avec restitution. Il a écrit une lettre de prison. Il n'a pas demandé d'argent. Il a demandé s'il pouvait voir sa fille une fois. Toniola y est allé avec Bolan. Ils se sont assis de chaque côté d'une table. Il avait l'air plus âgé, humilité. Je voulais un fils pour porter mon nom. Je ne savais pas que mon nom serait porté par la fille que j'ai rejetée. Toniola a répondu, les noms ne sont pas portés par le genre. Ils sont portés par le caractère. Mama Fémie est morte paisiblement dans son sommeil 1 an plus tard, dans la petite chambre que Toniola lui avait louée près du centre. Avant de mourir, elle a tenu la main de Bolan et a chuchoté, « Merci de ne pas m'avoir laissé mourir seule. » Bolan l'a enterré avec honneur, parce que c'était ça, Bolan. Ronk est revenu une fois, demandant de l'aide pour King David, qui était dans un centre pour mineurs. Toniola ne l'a pas repoussé. Elle a envoyé un avocat de son cabinet pour représenter le garçon pro bono. Elle a dit à Ronk, « Des gens chauds, des gens chauds. Nous briserons le cycle ici. » Le 5e anniversaire du jugement, Toniola se tenait dans la cour du centre, enseignant à une classe de filles de 12 ans leurs droits. Elle leur a dit, si jamais quelqu'un vous traite de sans valeur, rappelez-vous que la valeur ne vous est pas donnée par les hommes ou les belles-mères. Elle se construit par vous, un jour honnête à la fois. Une fille a levé la main. Tante, aviez-vous peur? Toniola a souri. Tous les jours. Mais je me souvenais des mains de ma mère. Elles étaient rugueuses, mais elles ont construit une maison à l'intérieur d'une pièce. Elles m'ont appris que je pouvais construire n'importe quoi.
Les filles ont applaudi. Pas pour son histoire, mais pour elle-même. Pour les futurs qu'elle croyait maintenant possibles entre ses murs. Ce soir-là, Boland la regardait depuis l'embrasure de la porte. Sa machine à coudre était maintenant dans un atelier propre où elle enseignait la couture à des femmes gratuitement. Elle ne cousait plus pour survivre. Elle cousait pour un héritage. Plus tard ce soir-là, Tegnola a marché seule à travers les salles de classe, touchant chaque bureau comme une prière. Sur le tableau noir de la salle 3, une élève avait écrit à la craie « Je ne suis pas sans valeur ». Elle a tracé les mots avec son doigt et a senti sa gorge se serrer. Toutes ces années à Muchin, à lire à la lumière des bougies pendant que sa mère toussait. Toutes ces nuits où elle répétait des statues à elle-même. Tout cela avait mené à cette phrase simple sur un mur. Elle a compris alors que la vengeance n'avait jamais été le but. Le but avait toujours été de faire perdre au mot, sans valeur, son pouvoir, dans sa famille, pour toujours. Ce soir-là, mère et fille étaient assises sur le auvent de la maison qui les avait autrefois jetées. Le générateur était éteint. L'air était pur. Le bourdonnement du trafic de Lagos résonnait au loin. Boland a posé sa tête sur l'épaule de Tegnola et a dit « Nous avons survécu ». Tegnola a répondu « Nous nous sommes relevés ». Et dans le silence, la petite fille en imperméable jaune a enfin cessé de mémoriser la douleur. Elle l'avait transformée en preuve, en loi, en une école, en un futur où aucune fille n'aurait jamais à revenir pour se venger, parce qu'elle ne serait jamais jetée en premier lieu.